Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec M. Sadr Sellam, l'historien de l'islam contemporain. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel, dans épisode 2 ou acte 2 ou Quiz Who, l'islam en France. Mais avant tout, M. Sadr Sellam, le monde entier vit actuellement une période très difficile sur la notion de l'histoire. Il y a beaucoup d'historiens qui parlent, il y a des mouvements sociaux qui animent un petit peu l'actualité sur le plan historique, mais hier, on a vu un geste d'apaisement dont la primeur est donnée à la France avec cet rapatriement de ces 24 combattants algériens qui étaient exposés ici à Paris, mais ils étaient tués au début de la colonisation française. Autant qu'historien, et autant qu'Algérien bien entendu, mais aussi autant qu'historien, que cela vous inspire-t-il? Eh bien, c'est quelque chose d'assez encourageant et qui va dans le sens de ce que le candidat déjà Emmanuel Macron avait commencé à Alger en février 2017. Il a quand même été assez loin, il a choqué même son entourage en parlant de crimes contre l'humanité. Et ça a choqué tous qui sont attachés à l'unicité de la Shoah, où les mots génocide et crimes contre l'humanité ne sont réservés qu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il va plus loin, donc ça va dans le sens donc non seulement de l'apaisement avec l'Algérie, un État partenaire, mais l'apaisement de la France avec sa propre histoire et sa propre mémoire, où on voulait imposer le silence et le refoulement et le déni, ce qui est la pire des façons de traiter les drames de l'histoire. Et donc, mais 24, c'est sur plusieurs centaines, parce qu'il y a le musée de l'homme, l'anthropologue algérien Belkhavi a dénombré 500 et quelques squelettes et crânes qui étaient parfois vendus par les barbares de la conquête de l'armée d'Afrique à des anthropologues qui voulaient vérifier la supériorité des races, parce qu'en faisant des mesures sur le crâne, on prétendait démontrer l'infériorité de l'intelligence de ces peuplades, comme on disait à l'époque. Donc c'est un épisode très intéressant qui ouvre la boîte de Pandore et renseigne sur les mentalités sous-jacentes à la colonisation. C'était un racisme qui considérait que ces peuples-là étaient inférieurs. Mais il reste à fournir les autres. Et l'autre leçon, c'est qu'au début, quand l'Algérie a réclamé ses crânes, on a dit il faut changer la législation. Donc c'est le genre d'artifice et de réponse bidon qu'on donne, mais là, on n'a pas, la législation n'a jamais empêché de restituer à l'Algérie la tête de ses héros. Et donc c'est en soi un pas en avant, mais il faut souligner les autres retards. Il ne faut pas oublier que le président Macron a été en personne visiter la veuve de Maurice Audin, et il a présenté les excuses de l'État français à Madame Audin pour l'enlèvement et la mort sous la torture de Maurice Audin, qui est un héros algérien parmi les communistes qui ont choisi la cause de l'indépendance algérienne. Mais en fait, tout le monde s'est dit le jour même, quand le président aura le même geste vis-à-vis de la famille de Ben Midi, dont Osiris nous a dit qu'il l'a étranglé lui-même, alors qu'on avait déclaré qu'il s'était suicidé avec sa chemise et les mensonges d'État qui accompagnent les crimes d'État, et la famille d'Ali Boumendiallo aussi. Donc on aura fait de grands progrès lorsque le président Macron aura des gestes comparables à celui qu'il a eu avec Madame Audin. Et puis, il faut relier ça au projet à la fois du Parlement tunisien et du Parlement algérien de criminaliser par un vote la colonisation. Or, le président tunisien, lors de sa dernière visite, il a un peu lâché du lest
en disant que le pardon, il faut être souple, etc. Bon, c'était en échange du projet de TGV, des hôpitaux que la France allait construire, et des 350 millions d'euros. Mais ça, c'est de la réelle politique. On ne peut pas obtenir le silence des victimes de la colonisation uniquement par des aides mesurées comme celle qu'a eu le président tunisien. Et le Parlement, on a le ministre des Moudjahidines, Sitouni, en Algérie, est vraiment très ferme sur cette affaire. Il fait un tour d'Algérie pour célébrer les lieux de mémoire de carnage, qui signifie la barbarie coloniale. Et donc, à mon avis, ce geste a consisté à lâcher du lest pour faire patienter ces députés. Or, les députés tunisiens et députés algériens, ils ne font que imiter leurs collègues français qui ont voté la loi du 23 février 2005 pour trouver des aspects positifs à la colonisation. Les aspects positifs, c'est les ponts, les routes, etc., construits pour les colons. Et Raymond a résumé ça en disant la France a beaucoup fait pour l'Algérie, mais très peu pour les Algériens. Les Algériens avaient des miettes des réalisations qui étaient faites pour les colons, pour le 10e de la population. Donc ça ne fait qu'ouvrir le débat sur la colonisation on s'est arrangé pour le fermer. Et là, c'est le rôle des historiens algériens de monter au créneau, surtout les historiens qui écrivent en arabe, qui ne sont pas demandeurs de visa, d'invitation à la garden party de l'ambassade de France. Et c'est à eux de faire éclater la vérité historique qui est contournée par beaucoup de bons historiens français, mais qui restent de bons patriotes français pour ne pas... Ils s'efforcent d'éviter toute comparaison entre la barbarie nazie et la barbarie coloniale. Donc voilà le sens de cette mesure, mais il faut dire bravo au président Macron qui, malgré les contestations autour de lui, persiste sur la ligne qu'il a commencé à tracer en février 2017. Monsieur Sadr Sallam, quand on dit apaisement, on dit oubli, ça c'est des actions justes, c'est des actions comment dirais-je, à promouvoir, mais on vit dans un monde, on dirait qu'on est en train de vivre un cercle vicieux. Au même moment, dans ce moment de pardon, dans ce moment d'apaisement, dans ce moment d'espoir, il y a d'autres foyers de guerre, il y a d'autres foyers d'apartheid, il y a d'autres foyers d'injustice. Peut-être encore dans 100 ans, 200 ans, nous vivrons peut-être la même chose que nous vivons actuellement. Est-ce que cela fait partie de l'histoire de l'humain, ou bien l'humain est de nature oublier rapidement? Oui, tout humain a un côté sublime et un côté désastreux. C'est la tendance à la destruction et à la mort, et à la tendance à l'élévation. Et la civilisation, ça consiste à mettre en avant le côté sublime. C'est dans le Coran. Or maintenant, nous avons les Israéliens, l'agressivité israélienne qui continue à couvrir les carnages contre les Palestiniens. Nous avons le génocide contre les Ouïghours, à qui les Chinois communistes reprochent uniquement leur qualité de musulmans. Et donc l'humanité est encore habitée par ces vieux démons. Et c'est le rôle des grandes puissances, des États civilisés, de donner l'exemple, de faire évoluer le droit international pour que les carnages ne restent pas impunis. Et la France a toujours joué un rôle majeur dans cette affaire-là, même après avoir été indulgente, comme François Mitterrand et Chevènement ont soutenu presque officiellement le nettoyage ethnique en Bosnie contre les musulmans. Et le rapport de l'ONU a montré que c'était un génocide à Srebrenica. Mais François Mitterrand a demandé à Robert Badinter immédiatement de proposer la création de la Cour pénale internationale.
et qui fait beaucoup peur aux généraux algériens des années 90. À chaque fois qu'il y avait une prise de bec entre Saïd et les généraux, Saïd Bouteflika leur disait vous finirez à la cour pénale. Il n'a jamais été jusqu'au bout de ces menaces. Donc c'est l'histoire de l'humanité, elle est faite de dialectique entre ce qui est sublime et ce qui est vraiment désolant entre la civilisation et la barbarie. Et le rôle des musulmans, l'islam a été un état de droit, ça a été un grand progrès dans l'histoire de la civilisation humaine. Et le rôle, c'est des musulmans, notamment des musulmans en France, d'être à la pointe de ce combat. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas, par exemple, la Aïssa de la mosquée de Paris qui va jouer un rôle dans ce domaine. Je cite un seul exemple, le film là sur le rôle de Ben Rabrit pour le sauvetage des Juifs. Il a dû être tourné au Maroc, alors que on a présenté une demande d'autorisation à Dalil Boubaker pour que ce soit tourné à la mosquée de Paris. Or, Boubaker, conseillé par le CRIF à l'époque, Boubaker a été l'allié du CRIF à la demande de Sarkozy, l'ami de l'avocaillon. Il a refusé tout net et il a fait du négationnisme, la mosquée de Paris a fait du négationnisme concernant le rôle de Ben Rabrit dans le sauvetage des Juifs, 1700 cachés dans les sous-sols de la mosquée, dans Simone Jacob, futur Simone Veil, qui a reconnu avoir été caché et ça lui a évité les premières rafles pour les déportations à Auschwitz. Et on a un autre imam, l'imam de la mosquée de Paris, qui était à l'époque à la pointe de ce combat dans la solidarité avec les Juifs. Il s'appelle Mesli. Mesli, dans le fils, a découvert la valise de documents parce qu'il a été déplacé par Ben Rabrit à Bordeaux quand les Allemands ont découvert qu'il délivrait de faux certificats de conversion à des séfarades là qu'on pouvait faire passer pour des Arabes. Et la mosquée de Paris, moi je me souviens de ce bavard là excité qui parle de l'islamophobie là qui vient s'agiter sur les plateaux. Dalil Boubacar était invité à la mairie de Paris où il préparait un discours et la bande qui l'entourait voulait lui interdire de parler du rôle de la mosquée dans le sauvetage des Juifs, alors que c'est reconnu par le beau-père de Philippe Bouvard. Ce débat a été tranché par Philippe Bouvard, qui a témoigné que Ben Rabrit était venu de nuit sauver son beau-père qui était juif. Il lui a donné un faux certificat de conversion. Or, ça nous ramène à la médiocrité de l'Aïssaba de la mosquée. Je la crois incapable de participer à ce genre de débat historique et intellectuel, tellement elle est enfoncée dans le mouchardage et dans la distribution des bacs-fiches et dans la création des caisses noires. Et c'est lié, si vous voulez, au désintérêt total de la bureaucratie de l'islam en France pour la vie de l'esprit et la vie intellectuelle de manière générale. Monsieur Sadr Slam, merci infiniment de cette introduction d'actualité qui est tout un rappel entre, comme vous l'avez dit, l'humain sublime mais aussi l'humain néfaste. Comme on a promis à notre auditoire, il y a une série d'émissions dédiées à qui est qui, ou bien who is who de l'islam en France. Aujourd'hui, on va essayer de développer une deuxième thématique que vous avez choisie concernant la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris. Pourquoi ce choix de la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris? Oui, alors, parce qu'on a eu un nombre vraiment étonnant de réactions après les précédentes émissions, des réactions d'encouragement et des gens qui nous font des révélations. Moi qui croyais connaître, j'avoue mon ignorance d'une grande partie des scandales créés par cette Aïssaba de la GMP par le biais
de ces représentants en province qui ont été, c'est un ramassis de corrompus et de mouchards qui se sont regroupés sous le nom de FNGMP. Or, il y a des... moi, je ne reprends pas spontanément toutes les révélations. Je suis en train de procéder à des vérifications pour mon livre qui sort bientôt. Parce que je mets l'essentiel de ces révélations dans mon livre qui a pour but de démontrer que la bureaucratie de l'islam en France reste fâchée avec les règles de la transparence et de la démocratie. Alors qu'ils n'ont que le mot laïcité, le mot démocratie à la bouche, et leurs comportements sont tout à fait à l'opposé de leur bavardage et de leur phraséologie. On a eu notamment des révélations sur les trafics de la GMP avec les agences de voyage pour le pèlerinage, qui est vraiment un marché juteux et qui est le lieu de trafic, de caisses noires, de bachiches, de corruption, etc. Or, nous savions que du temps de Miloud Ben Amara, la mosquée de Paris envoyait ses pèlerins à l'agence El Jazair, qui est toujours basée, je crois, si elle n'a pas fait faillite, à Belleville, dans le 11e arrondissement à Paris. Or, nous savons déjà à l'époque que le principal actionnaire de l'agence El Jazair, c'est un général-major qui est réfugié en Espagne, général-major algérien, bien sûr, qui était le parrain de l'Aïsaba et qui est poursuivi, condamné, je crois, à 20 ans de prison, accusé d'avoir détourné 200 millions d'euros. Et donc, Ben Amara, dont le frère était déjà général, chef de cabinet de Toufik, qui se disait Arabe Tsaïr, il choisissait de trafiquer avec cette agence. Or, le caporal a changé de partenaire. Il trafique avec le chef d'une agence qui est un Palestinien de Syrie. Mais il s'est inventé une origine kabyle, ce qui est possible. Il y a beaucoup de réfugiés algériens installés en Syrie et en Palestine. Or, c'est ce qui montre le côté zouave dans le mauvais sens du terme, du caporal. Il décide de frayer avec cette agence qui a pignon sur rue à Belleville, elle est juste voisine de l'agence El Jazair, uniquement parce qu'il s'est inventé une origine kabyle, qui montre le racisme, le régionalisme et l'étroitesse d'esprit de ce caporal-là. Et on a un dossier très précis qu'on a reçu après la diffusion de cette émission. Et évidemment, la Fédération nationale de la mosquée de Paris, elle a une douzaine ou une quinzaine de représentants en province, ce sont les principaux rabatteurs pour utiliser les mosquées locales et recruter les pèlerins qu'ils envoient à cette agence choisie par le caporal avec une reversion de commission très très importante d'après je n'ose pas citer les chiffres parce qu'ils sont vraiment affolants. Je suis en train de procéder à des vérifications. Et donc la fédération, la fédération, quand le caporal a été accusé d'avoir posé la bombe du RER B à Saint-Michel en juillet 95, il s'est même pas défendu lui-même. C'est les membres de cette fédération qui ont signé un texte bidon, très tiède, qui n'a convaincu personne. Ça prouve que la société de Habbouz, qui est déjà constituée d'une secrétaire, d'un vigile, d'un chauffeur, etc., qui obéissent au doigt et à l'œil, les fantoches de la GMP ne s'appuient que sur cette société des Habbouz bidon et en province sur la Fédération nationale de la GMP. Or, cette fédération a diffusé en province les mentalités et les pratiques douteuses de la Ménéa-Issaba de la mosquée de Paris. C'est pour ça qu'elle mérite d'être revue de près. Et on a un échantillon de 2 représentants, 100 représentants dans la région lyonnaise
c'est lui qui a eu le premier faux diplôme de l'Institut. L'Institut qui a été réactivé quand la GMP a eu par Sarkozy la possibilité de nommer les aumôniers militaires, qui sont les mieux payés. Et donc ils se sont mis à proposer leur mouchard de province, et c'est ce monsieur qui ne situe même pas géographiquement l'emplacement de l'Institut, qui a eu ce premier faux diplôme, et ça lui a servi d'être recruté aumônier militaire très bien payé, 5-6 fois mieux que les aumôniers d'hôpitaux et de prisons. Or, le lieutenant-colonel aumônier national lui a retiré ses privilèges. Récemment, il l'a envoyé à Marseille. Et il est dans une voie de garage parce qu'il s'est aperçu qu'il intriguait contre lui pour que le CFCM, dans l'avocat ayant convoité la présidence à la suite de la présidence de vivre de l'islam, de son parachutage à la mosquée de Paris, il voulait être président du CFCM et il a comme projet de régenter la nomination des aumôniers militaires. Et le chef des aumôneries militaires est terrorisé par cette bande-là. Ensuite, il y a eu des problèmes. L'aumônerie militaire organisait des départs au pèlerinage parce que ces agences leur fournissaient des billets gratuits. Et il a eu un premier accrochage avec le caporal qui voulait, que lui qui sentait encore l'alcool, qu'on n'a jamais vu à la salle de prière, il voulait bénéficier d'un départ gratuit au pèlerinage, et il n'avait pas la nationalité française, parce qu'elle lui a été refusée de 4 ou 5 fois. Et il est en conflit avec lui, parce qu'il lui a dit, tous les aumôniers sont des Français, toi tu n'as pas encore la nationalité, et il l'a refusé. Et il lui en veut jusqu'à maintenant, il complote contre lui. Et on a encore plus. On a l'épouse d'un des membres de la Risaba qui a eu le 2e faux diplôme de l'Institut. Et vu le nombre de faux diplômes, moi j'en arrive à l'hypothèse suivante, que je n'ai pas de conclusion. L'Institut de la mosquée de Paris était en somnolence, il était en état d'hibernation. On s'est mis à le réactiver uniquement quand on a eu besoin de faux diplômes pour la nomination des aumôniers militaires. Monsieur Sadr Salam, quand vous parlez de faux diplômes, cela signifie tout simplement que la personne n'a pas passé aucun examen et on lui donne un bout de papier qui atteste comme quoi il est... La personne n'a jamais été inscrite à l'Institut, elle n'a pas suivi 1 heure de cours. Mais c'est pas une nouveauté, puisque le Oulid Sheikha a eu un faux diplôme, la Alimiya d'Al-Azhar, qui est le niveau le plus élevé. Le Oulid Sheikha a eu ce diplôme-là, où il a été à Al-Azhar une fois dans sa vie, c'est pour retirer ce diplôme. À la suite d'un mensonge éhonté et de trafic dont il avait le secret, Oulid Sheikha, c'est celui qui est aux Émirats pour essayer de téléguider l'action de mémise des Émirats sur les mosquées d'Europe, à commencer par les mosquées marocaines, avec le succès que l'on sait à la mosquée de Évry. À l'époque, il y avait Jafar Abdessalam, je cite son nom parce que c'est un homme remarquable, qui était le président du conseil scientifique de l'université d'Al-Azhar. Or, Oulid Sheikha lui a dit la France va ouvrir une formation d'imams français, francophones, laïcards, laïcs, tout le bavardage. Et il lui a dit, je vais proposer votre nom pour que vous soyez détaché par voie officielle. Il a dit, le Quai d'Orsay va demander votre détachement au ministère égyptien des Affaires étrangères. Et l'autre a cru que c'est vrai. Et quelques mois après, il lui donne, en récompense de ses mensonges, la Alimiya, c'est Bac plus 7. C'est le top niveau. Et que Oulid Sheikha n'est pas capable de lire une page de fiqh malikite ou shafi'ite, mais il se dit docteur. On l'appelle docteur partout, à cause de ce faux diplôme. Donc la GMP n'a rien inventé, elle était sur les traces d'Oulid Sheikha. Sauf qu'elle a distribué presque une dizaine de faux diplômes
je suis en train de vérifier, je les mettrai dans les annexes de mon prochain livre pour aider les pauvres musulmans de France à résister au bavardage et au mensonge de cette bande, de cette faction, de cette mafia. Il n'y a pas d'autre mot. Alors l'autre, c'est dans le Nord, le représentant de la FNGMP, pour aller très vite, c'est quelqu'un qui a eu droit à une perquisition de la police à 6 heures du matin, et la police a trouvé 200 000 euros en espèces. 200 000, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des collectes, etc., des raquettes, dans les mosquées et en dehors des mosquées. Ils voulaient savoir à quoi ça allait servir. Et on a découvert qu'il bénéficiait de la complicité du consul algérien de cette ville du Nord. Et ce consul a été déplacé à Marseille, où il a été viré parce qu'il a été au centre de plusieurs scandales, pas seulement financiers. Or, ce type-là, il était très écouté par le caporal, quand il était inspecteur des imams. Pauvre imam, un inspecteur alcoolique, violent, qui menace de mort dès les 2 ou 3 premières phrases quand il est en désaccord avec un interlocuteur, et il dit « Noqotlo, noqotlak ». Il n'a que ce mot à la bouche. Et l'Algérie, qui maintient un voyou comme ça à la mosquée, porte une grave responsabilité dans l'avilissement de la religion musulmane et le mépris de 6 millions de musulmans. Ce type-là a sa place comme veilleur de nuit, comme videur dans une boîte de nuit, pas dans une mosquée. Il pollue l'espace de la mosquée. Or, ce représentant dans le Nord, qui a fait l'objet d'enquêtes des brigades financières, quand on collecte 200 000 euros, on veut savoir à quoi ça sert. Est-ce qu'il va fournir des armes, est-ce qu'il va trafiquer la drogue, et même d'autres trafics dont je ne peux pas parler par respect pour nos auditeurs qui nous écoutent en famille. Bon. Or, dans le Nord, il y avait un des imams algériens les plus qualifiés, mais qui a fait l'objet d'un recrutement local. C'est pas les détachements. Les détachements dont nous savons que dans la plupart des cas, ils étaient effectués en échange de 40 millions de bakchiches, contre les 40 millions équivalaient à 4 000 euros. Or, les agissements de ce représentant de la Fédération nationale de la GMP dans le Nord étaient dénoncés par l'imam. L'imam qui percevait 1300, 1400 euros d'un compte de l'ambassade. Or, quand il a... Parce que le rôle d'un imam, comme de tout vrai soufi, de tout vrai croyant, c'est le Amr bin Ma'rouf et le Nahy al-Munkar, ce qu'on appelle la commanderie du bien et le pourchat de ce qui est répréhensible, selon la traduction de Massignon. Quand les fidèles viennent se plaindre des raquettes de ce voyou, il est obligé de dénoncer, pas dans la khutbah, mais dans la prémesse. Quand il vient de dire Taqabballah, il se plaint. Eh bien, il s'est plaint de lui auprès du caporal. Le caporal lui a envoyé un SMS, tu es suspendu. C'est comme ça que lui, il licencie les gens qui l'humilient, alors que le droit du travail français impose un entretien préalable, les possibilités de se défendre auprès du prud'homme. Et quand cet imam a porté plainte, le caporal a dit il n'a jamais travaillé pour la mosquée. Il dépend de l'ambassade, parce qu'il croit que l'ambassade bénéficie d'une immunité diplomatique qui empêche qu'on lui porte plainte contre elle. Et il y a effectivement un compte qui a été créé du temps de Roland Mollah, Roland Mollah voulait vraiment éviter les trafics dans les détachements d'imams. Ce compte existe encore, mais il s'effiloche de plus en plus. Mais l'imam, recruté localement, avait toutes sortes de mails, de calendriers, d'ordres d'inspecteurs des imams, pour lui donner les dates du début du Ramadan. Il avait toutes sortes de papiers qui prouvaient qu'il travaillait pour la mosquée. Et le caporal n'a fait qu'imiter
le fameux Yasmina Khadara qui était au centre culturel algérien, le colonel de l'ambassade à l'époque lui a imposé le protéger d'un des amis dont il convoitait à son tour la protection. Or, Yasmina Khadra a licencié un petit employé originaire de Tlemcen juste pour recruter celui proposé par le colonel de l'époque. Or, le licencié a porté plainte devant les prud'hommes et le centre culturel algérien était défendu très mal par l'avocat Yon, qui était l'avocat forfaitaire de toutes les institutions algériennes en France. Or, à la première audience au prud'homme, l'avocat Yon n'éprouve pas le besoin d'y aller. Ensuite, quand il a amené avec lui le secrétaire général du centre culturel algérien pour dire le centre culturel algérien a un statut diplomatique, donc intouchable. Mais l'enquête a montré qu'il avait un compte autonome de celui de l'ambassade et le centre culturel a été condamné à lui verser des indemnités et peut-être même il a eu des amendes. Et donc le caporal, qui n'a pas beaucoup d'imagination, il était sur les traces de Yasmina Khadra quand avec cet imam du Nord, il a dit à la justice, il n'a jamais travaillé pour nous. Donc il venait à toutes les réunions à la mosquée, avec la réunion faite par Mohamed Aïssa, le ministre des Affaires religieuses, très bon francophone, bilingue et tout. Après les attentats, il est venu pour donner des consignes aux imams qui étaient mis dans le collimateur. On a dit que c'est les imams et les aumôniers musulmans qui étaient responsables des attentats. C'était du n'importe quoi. Et il était toujours avec les imams et le caporal prétend qu'il n'a jamais travaillé. Voilà comment fonctionne, quel est le rapport à la vérité, à la transparence de cette Muni Aïchaba, qui n'est en fait qu'un refuge de crypto-toufétistes qui multiplie les mauvais usages du religieux à des fins très très douteuses. Les téléspectateurs ont été étonnés de voir le visage de l'avocat Yon pour la première fois le dimanche matin à l'émission dite islamique. Il est à la tête de Vivre de l'Islam depuis 20 ans, mais on l'a jamais vu. Il tirait les ficelles avec Djelloul Bogora, un protégé du général Touati, qui a donné la parole à Ali Haroun, au général Touati, quand ils étaient mis sur la sellette par le général Hussein Belhadid, quand il a dit que le GIA, c'est les généraux. Bon. Il est venu le dimanche dernier, il a permis de vérifier que c'était pas un ténor du barreau, parce que son éloquence est très médiocre. Il était blême, il avait le moral proche des chaussettes. Pourquoi il est monté au créneau? Bon, il a pris prétexte d'une réunion avec les avocats qui sont beaucoup plus brillants que lui, parce que il a été vraiment secoué par nos modestes émissions qui ont été visionnées par le petit personnel de la grande mosquée qui éclatait de rire. Donc ça vous donne une idée de l'ambiance qui règne depuis le 11 janvier. Alors, il a vu que le site créé par la mosquée de Paris et qui injurie tout le monde, tout ce qui déplaise à cette Aïchaba par le biais de mercenaires de la plume, ils ont renoncé à cette tactique parce que ces mercenaires touchent de l'argent, mais la contre-offensive concerne le caporal et l'avocat Yon. Donc c'est vraiment du masochisme que de financer des mercenaires de la plume anonymes, même si on en a identifié quelques-uns parce que c'est pas très difficile. Alors il a choisi de mettre l'émission islamique au service de la GMP. Et beaucoup de téléspectateurs ont réagi et ils ont dit pourquoi n'avoir pas parlé de la crise de la mosquée de la rue de Tanger où l'Abbé Kachat a été débouté, ça a duré 5 ans. L'émission islamique, on n'en a jamais parlé. Il y a 2500 mosquées en France. Pourquoi ils n'en parlent jamais? Il est reproché à l'avocat Yon de mettre l'émission islamique, de la privatiser, de la mettre au service de la Aïchaba de la mosquée de Paris. Et beaucoup se sont adressés à la nouvelle présentatrice, qui est une franco-iranienne moyennement télégénique, mise par l'avocat Yon à la place de Ralem, qui porte plainte 3 fois contre l'avocat Yon, contre Vivre l'Islam,
et contre France 2. Parce qu'on a déjà dit que Lavaucaillan était candidat pour présider la FIF, la Fondation de l'Islam de France. Parce qu'il veut tout régenter, lui. Lui, c'est Kim Il-sung, là, le zaïm coréen, nord-coréen. Il veut tout contrôler. Il est à vivre l'islam imposé par Sarkozy, et, avec le colonel de l'ambassade de l'époque. Il a fait un putsch à la mosquée. Il voulait être président du CFCM. Il veut se présenter en décembre pour la présidence de la FIF. Alors pour lui qui a cumulé 10 fonctions d'avocat forfaitaire, il a le droit à tous les cumuls. Mais il a dit que la présentation de l'émission islamique par Raleb est incompatible avec sa fonction de président de la FIF. D'où les procès, et les musulmans promettent d'aller nombreux à l'audience, qui a été reportée uniquement pour cause de confinement. Mais ils se sont adressés à la remplaçante de Raleb, qui était une franco-iranienne très télégénique, mais qui relève de la Chouroubiya persane anti-arabe. Elle est pratiquement raciste anti-arabe. À chaque fois qu'il y a un théologien, même du sud du Maroc, de Masmouda ou l'Amtona, elle met en bas grand théologien d'origine persane. Elle veut donner une origine persane à tous les grands théologiens de toute l'histoire de l'islam. Et elle ne connaît que le Masnaoui de Jalal al-Din Rumi, dont le meilleur connaisseur, c'était Madame Eva de Vitré-Mérovitch, non seulement une spécialiste du soufisme, mais une vraie soufie. Or, il est reproché à cette franco-iranienne de n'avoir jamais cité Madame Eva. Et il y a des soupçons de plagiat, celle qui met le soufisme au service d'une Isaba, et il lui est reproché d'avoir plagié Madame Eva de Vitré, comme Ahmed Jabbar a plagié Fouad Siskin, Rojdi Rached, Morellon, Youskevich, tous les spécialistes de la science arabe, et sa prose là sur les mathématiques arabes n'apporte absolument rien par rapport à la littérature considérable sur ce sujet, où il s'est contenté de faire du copier-coller. Donc voilà les gens qui entourent la Isaba de la mosquée, et l'émission islamique déjà en crise, déjà vraiment désislamisée. Elle s'enfonce encore dans l'illégalité, dans la médiocrité, quand Lavaucaillan, mis en difficulté, est incapable de se défendre parce que tout ce qui est dit sur lui est vrai, et il s'attend à d'autres révélations beaucoup plus fracassantes. Il demande l'asile médiatique à la petite émission islamique, et tout le monde a trouvé ça anormal, voire scandaleux. Monsieur Sasslam, oui. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, et il y a des mots clés qui m'interpellent. Vous avez parlé des faux diplômes, vous avez parlé du plagiat, vous avez parlé des gens qui font des copier-coller. On vit dans une période un petit peu trouble quand même. C'est le faux qui devient principe et la vérité devient exception. Est-ce que cela, selon vous, c'est un phénomène généralisé, pas que pour la GMP, même d'autres fédérations qui ne sont pas algériennes? Il n'y a aucun débat, parce que qui s'assemble se ressemble. Tous ces gens-là se sont retrouvés au sein du CFCM, dont l'homme fort était le Ouled Chira en 2003, et l'Ouled Chira, ses pratiques sont connues maintenant. Le trait d'union entre Ouled Chira et Lavaucaillan, c'est quand Ouled Chira avait la présidence d'une dizaine de commissions, dont une présidée par Bossouf, la commission de formation des imams. Moi, je me souviens, Bossouf est venu très fier, il m'a dit, on m'a nommé président de commission de formation des imams, il a demandé mon aide. Bossouf, moi j'avais un peu d'estime pour lui parce qu'il a fait de bonnes études, il a fait une thèse d'histoire, hein, ce qui n'est pas le cas ni de Lavaucaillan, ni encore moins du caporal, ni encore moins du faux diplômé de l'Azhar Ouled Chira. Et Ouled Chira, à l'époque, il accordait beaucoup d'importance à la commission de l'audiovisuel. Lui-même est venu me voir. Bon, moi j'ai pas fait d'enquête, je suis renseigné par cette bande-là quand ils veulent utiliser des intellectuels. Bon, à l'époque, j'ai dit ça peut faire avancer les affaires du pauvre islam de France. Et je lui dis, parce que moi je connais l'historique de l'émission depuis sa création par mon maître Jacques Berck,
J'en ai été quand même le premier présentateur pendant 7 ans. Ce que cette franco-iranienne ignore jusqu'à maintenant. Elle devrait se renseigner sur l'historique de cette émission. Or, Oulid Chira, il m'a dit, on va mettre de l'ordre à cette émission qui fait l'objet de toutes sortes de plaintes. Et je lui ai écrit moi-même une lettre qu'il a promis de signer pour l'envoyer à France 2 pour dire désormais l'émission dite islamique dépend de la commission audiovisuelle du CFCM comme les autres émissions religieuses parce que l'émission catholique dépend de l'Église catholique qui est la représentante. Or, Berck était obligé de créer et connaître l'islam quand il a vu qu'il n'y avait pas de représentant de l'islam en France. Or, le CFCM, bon, c'est un début, c'est pas un représentant légitime totalement, mais enfin, il est plus légitime que les bandes et les factions et les Aïsaba qui se discutent des bénéfices symboliques et matériels de l'islam en France. Or, Oulid Chira a été convaincu, mais il a été approché par l'avocat à l'époque. L'avocat qui venait de bénéficier d'une négociation supervisée par la branche criminelle du DRS, qui était assez représentée à l'ambassade à l'époque. Et c'était Baba Miské, qui était un Mauritanien. Mauritanien, là ça va être très long, je ne vais pas fatiguer. Baba Miské était un intellectuel mauritanien qui était au CNRS et qui était invisible pendant toute l'année. Et puis un jour, on l'a vu à l'ONU parler au nom du Polisario. Donc il a été viré du CNRS. Après, il a été viré de l'UNESCO. Il avait un de ses amis qui était conseiller des ministres socialistes des cultes. Il est venu pleurnicher, il lui a dit j'ai été viré 2 ou 3 fois. Eh ben, il lui a dit on va vous mettre à l'émission islamique. Et il s'est retrouvé producteur délégué avec un salaire qui équivaut à peu près 5 000 euros maintenant. Et c'est l'avocat qui était au centre de la négociation pour la cession de toutes ses prérogatives par Baba Miské. Et Baba Miské, c'est tout à son honneur. Il a décidé d'aller comme conseiller du nouveau président mauritanien, parce qu'il a toujours refusé la nationalité française. Et c'est là où les prérogatives de Baba Miské ont été cédées à la suite d'une laborieuse négociation sous l'égide du colonel du DRS de l'époque, à Djeloul Begoura. Et le colonel devait obéir à Touati, voire à Toufir. Djeloul Begoura, c'est un agent du général Touati. Il ne le cache même pas. Donc c'est devenu une émission DRS. Et le mauvais DRS. Tout le DRS n'est pas mauvais. Tous les États ont besoin de services spéciaux. C'était la branche criminelle et corrompue du DRS. Donc l'avocat contacte Oulid Chira, qui était déjà vice-président de la FOAF, la Fondation des œuvres de l'islam en France, créée par Dominique de Villepin, pour mettre un peu de transparence dans le financement du culte. Il lui a dit, toi tu es jeune, tu es vice-président, Dalil est mourant, il va se retirer, il a l'arthrose, il a la sclérose en plaques, Dalil, on lui trouvait toutes les pathologies à l'époque. Dalil va partir d'ici 6 mois ou 9 mois, c'est toi qui vas le remplacer. Surtout qu'il y avait 2 ou 3 millions d'euros, qui était un don de Dassault. Serge Dassault a été le seul donateur de la foi. Et donc, dès qu'il y a l'argent, le Oulid Chira perd le Nord, et il a renoncé à mettre de l'ordre à l'émission islamique. Et il s'est fait avoir, parce qu'il n'a jamais été président de la FOAF, qui était paralysé depuis le début. Et donc voilà comment l'avocat a sauvé ses prérogatives à l'émission islamique qui aurait dû prendre fin au profit de la commission audiovisuelle. Mais on ne le voyait jamais, il était là pour intriguer, donner des ordres, mettre l'émission dite islamique au service de la campagne électorale de Sarkozy. Quand il dit « je suis l'ami de Sarkozy », il a été son agent électoral, que Sarkozy a demandé à ne pas, quand il est venu en 2013 après son échec, prendre pour une couscous partie à la mosquée, il a dit « je ne veux pas de la présence de l'avocat ». Donc c'est une drôle d'amitié. C'est une amitié fondée sur les besoins d'agents électoraux de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et
quand il était mis en difficulté après le 11 janvier, il s'est avisé de reprendre contact avec Sarkozy, qui est revenu pour une autre couscous partie. Parce qu'il croyait que Sarkozy allait on lui a dit que Sarkozy était reçu par Macron, il voulait une audience télévisée de Macron pour dire voilà, je suis légitime. Alors il ne s'est rien passé, Sarkozy a d'autres choses à faire que de s'occuper de ses médiocrités. Il s'est occupé de l'islam en France quand il l'a mis au service de sa promotion, de ses campagnes électorales, puis après il est passé à autre chose. Et donc cette émission est au centre d'une contestation de plus en plus dure et de plus en plus précise de la part d'une opinion musulmane dont personne ne peut plus ignorer l'importance. Là, on a agi dans l'impunité totale, on a nommé n'importe qui, recommandé par un colonel de la JED ou du DRS, parce qu'il y avait une émulation entre la JED et le DRS, des colonels alcooliques qui viennent diriger les mosquées. C'est une humiliation pour les fidèles. Monsieur Sadr, s'il vous plaît, il y a une question qui m'interpelle. Le recteur de la grande mosquée de Paris actuel, l'avocat Hafiz, le dit à haute voix: je suis pas quelqu'un qui est un fin connaisseur de la théologie musulmane. Donc, il l'a dit lui-même. Il a dit je ne connais rien à l'islam. Sa première déclaration. Un instant, s'il vous plaît. Si on prend un petit peu cette déclaration, lui, au moins, on le dit, il a le courage de le dire. Parce que si on regarde la quasi-totalité des recteurs et des hommes qui, soi-disant, gèrent la foi ici en France, la foi musulmane, presque aucun, sauf, bien sûr, un que vous connaissez, donc M. Tariq Obro, qui est un théologien de renom, la quasi-totalité, voire la totalité, soit c'est des anciens salariés de telle ou telle usine, soit des anciens en Libye et ailleurs, et le souci, il est là. Donc, on n'est pas dans un cadre qui sort de l'ordinaire. Selon vous, c'est quoi la raison réelle d'avoir accepté ou bien de promouvoir des gens qui ont cette qualité, or la vraie qualité d'être un vrai théologien, un vrai fin connaisseur de la religion, pour que tout simplement cette religion puisse s'intégrer une bonne fois pour toutes dans l'espace républicain? Alors on a maintenant, 6 mois après le putsch du 11 janvier, la certitude que l'avocat Yon, qui déjà n'était pas un ténor du barreau, vu son médiocre éloquence, ne sera jamais comparable à aucun des recteurs de la mosquée qui l'a précédé. Et surtout pas au Cheikh Al-Abbas, qui faisait le dars lui-même, le dars qui précède la khutbah. Et il faisait la khutbah sans note, faisait tout seul. Il dirigeait la prière. Or, Dalil Boubacar a sévi pendant 28 ans, il n'a jamais dirigé la prière, sauf une fois à Nantes, ou à la prière du Maghreb, il a dirigé la prière en silence, parce qu'il ne sait pas prier. Après, on lui a fait la remarque, mais il a sévi pendant presque 30 ans sans jamais avoir dirigé la prière. C'est quand même anormal. Et l'avocat Yon, il venait depuis, quand il convoitait le titre, il venait chez le Cheikh Abdelmajid Chérif, qui avait une vraie alimiyat de Sitouna, qui était le vice-recteur, et il a fait du forcing pour qu'il soit avocat forfaitaire de la société des Habouts. Et il était souriant, un sourire jaune comme ça avec tout le monde. Bon. Mais on l'a jamais vu rentrer à droite pour aller vers la salle de prière. Il allait à gauche où il y avait les conciliabules sur la taxe halal, les trafics, les parchiches, le mouchardage, les rapports contre les fidèles, le rapport de délation contre le fidèle dont il a su le nom par le chèque qu'il a donné à son frère dentiste, qu'il a voulu taxer 2 fois, pas tellement il avait besoin d'argent quand il est arrivé. Et il a été voir un ami expert comptable à l'époque pour lui demander un faux papier pour le titre de séjour de son épouse. Comme il a vu l'autre hésitant, il lui a dit: nous sommes 2 ou 3 à être envoyés par le DRS. Et dans son esprit, se réclamer du DRS, c'est une manière d'intimider. Or, le DRS peut intimider à Hydra, à Temouchent ou à Tébessa, mais pas au centre de Paris quand même. Donc lui-même, il a donné, il a donné tous les éléments qui permettent de contester sa légitimité.
réclamer du DRS. Or, maintenant, il a été une fois à la mosquée, c'est pour inciter les fidèles à verser un peu plus au denier du culte. Donc les fidèles sont là uniquement pour qu'ils payent, et lui, il les ignore, il se fait, soi-disant, nommer, c'est parce qu'il n'y a même pas eu élection le 11 janvier, il se fait nommer par le caporal, dont la nomination comme recteur avait été recommandée par Boubacar, avec un peu le trémolo dans la voix et les larmes aux yeux. Et donc c'est quelqu'un qui regarde vers les caméras télévision, il espère être reçu par Macron. La dernière fois, il a dit, j'ai rencontré Macron. Il l'a rencontré dans une réunion où il y avait 150 personnes. Il n'a jamais eu d'audience, même s'il a une audience. Et si par erreur le protocole de l'Élysée le fait recevoir, ça ne le rendra pas meilleur théologien, ni moins médiocre. Donc c'est le problème de Boubacar, le père Hamza, était un vrai théologien. Il a quand même laissé la traduction du Coran, qui est l'une des meilleures, et il a laissé le traité moderne de théologie. Même s'il était il était un recteur très contesté du point de vue de la légalité républicaine, parce que nommé par Guy Mollet en 1957, et Guy Mollet croyait que les pouvoirs spéciaux donc adoptés pour décréter l'état d'urgence en Algérie, lui donnaient la possibilité de nommer un chef religieux à Paris. Le Conseil d'État a dit non, les pouvoirs spéciaux ne s'appliquent pas à l'islam en France. Et il a traîné ce péché original pendant 25 ans, mais il s'est rattrapé un peu, partiellement, en produisant de très bons livres de théologie qui méritent d'être diffusés pour résister à cette campagne contre le Coran de Sidna Asman, comme le fait cette chiite là, démarchée par l'avocat pour qu'elle remplace Ralem. Elle diffuse le discours des rawafid chiites qui contestent l'authenticité du Coran. Et le travail de ces Hamza et de Hamidullah doivent être diffusés à grande échelle pour résister à cette campagne insidieuse de SAP, pour déstabiliser les jeunes musulmans pratiquants. Et donc, ce qui fait pour les pouvoirs, ils se réclament de la présidence algérienne. On sait que le président l'a pas reçu. Il a été reçu à la présidence, mais avec comme consigne que le caporal n'entre pas, ce qui montre qu'il est très mal vu. D'ailleurs, le caporal, il a dit aux représentants à Lyon de sa fédération, qui lui a fait le reproche. Il lui a dit, est-ce que le bureau central des cultes est averti? Et Alger lui a dit non. Il lui a dit, j'ai fait ce coup parce que tout recteur nommé d'Alger commencerait par me virer, parce qu'on a des dossiers sur lui. On sait qu'il a soudoyé des officiers, des personnalités par les cadeaux, les costumes. Certains évaluent à 10 000 € par mois le coût des cadeaux envoyés aux gens dont il convoitait la protection, mais à partir de la caisse de la mosquée et des dons pour l'Hausima, les victimes de l'Hausima. Les frères marocains devraient réclamer avoir un droit de regard sur ces dons dont aucun centime, aucun euro n'est arrivé aux victimes de l'Hausima. Et donc c'est des gens qui sont là, et leur arme c'est l'intimidation, c'est l'injure et la diffamation, comme par leur site entretenu par leurs mercenaires de la plume, et les corneries. Quand il y avait quelqu'un de l'ambassade, un officier de l'ambassade, et quand il a enquêté sur lui, il a été le voir, il lui a dit en arabe, Ana khadimuka, ana lastu adouka. Il a fait la paix avec lui. Dieu, j'ai pas le temps moi d'enquêter sur la corruption. En échange de quoi il a obtenu là. Il est très flagorneur avec les gens les puissants. Il agresse physiquement à l'intérieur de la mosquée. Il agressait physiquement les gens en disant no kotlou, jusqu'à ce que son diabète le mette physiquement, le rende incapable d'agresser physiquement. Il s'est mis à donner de l'argent de la caisse de la mosquée à des sans-papiers pour lui désigner du doigt quelqu'un qui lui déplaît et lui dit tu l'agresses. Et parfois les agressions avaient lieu à l'intérieur de la mosquée. Et le caporal, personne ne l'a jamais vu à l'intérieur de la salle de prière depuis
depuis 23 ou 24 ans qu'il est à la mosquée. Donc là, c'est les autorités algériennes qui sont interpellées. Ce sont des gens qui ont un seul argument, c'est de rameuter les Algériens contre leurs frères marocains. C'est leur seul slogan. Or, ils prétendent représenter les Algériens alors qu'ils sont contestés par le petit personnel de la GMP qui vient de recevoir nos émissions. Ils éclatent de rire et ils nous envoient des révélations plus graves que ce que nous savions. Donc c'est les autorités algériennes qui doivent mettre de l'ordre dans ce désordre avilissant pour la religion musulmane, des gens qui sont même pas reconnus par les employés de la mosquée, qui parlent de tous les Algériens de France. Ça c'est une usurpation et c'est aux autorités algériennes quand on peut pas leur reprocher, le nouveau président, le dossier de la mosquée est très compliqué, il lui faut du temps, ou même quand il y a un nouvel ambassadeur, quand il découvrira le fond du problème, il n'aura pas d'autre choix, s'il veut servir son pays, l'image de son pays, et garantir un peu de dignité pour cette religion, le devoir c'est de combattre cette Minir Saba. Les auditeurs risquent de se méprendre en croyant que nous faisons des fixations sur la Minir Saba de la mosquée, mais du côté de nos frères marocains qui se disent représentants de l'islam, c'est pas mieux, parce que on a les mêmes ingrédients, c'est le renseignement et le bakshish, qui sévissent, qui sont à l'origine de la paralysie des mosquées marocaines et des disputes maroco-marocaines. Parce que nous savons que Abdallah Boussouf, qui n'arrive pas à se faire obéir, veut savonner la planche à Moussaoui, qui pour le moment à la tête du CFCM, quand il a prétendu avoir fait une enquête pour dire qu'il y a une discrimination des Marocains dans la République française, c'est une manière de mettre Moussaoui en difficulté pour le sommer de se solidariser ou de se taire, de manière à le mettre en difficulté avec les autorités françaises. Ce sont des méthodes de bas étage. Et pourtant, monsieur Mstak, si vous le permettez, et pourtant, ça fait même pas 3 semaines, voire un mois, la même personne, hein, comme vous dites, M. Abdallah Boussouf, soi-disant, a fait la promotion d'une dictée en français dans sa chaîne de CCME. Oui. Donc, mais là, on a vraiment des situations similaires. Nous avons la Minir Saba de la GMP qui parle au nom de l'Algérie alors qu'on n'a que des soutiens d'officiers subalternes corruptibles et qui se réclament de la Saba. Alors que les vrais décideurs en Algérie sont contre cette bande-là. Leur silence actuel est mal interprété, ça ne veut pas dire qu'ils consentent à cette mascarade. Du côté marocain, c'est la même chose. On a la ligne tracée par Ahmed Toufir, qui lui est un historien, un théologien, un chef de tariqa, le palais royal, et une bonne partie des services spéciaux qui veulent, parce qu'il y a des musulmans pratiquants partout, qui veulent garantir un minimum de dignité à cette religion, mais les demandeurs de bakshish désobéissent à ces représentants de l'État marocain. Ils convoitent les pétrodollars des Émirats, notamment depuis que Oulid Chiha promet d'en distribuer pour quiconque se met au service de ces nouveaux maîtres d'Abu Dhabi ou de Dubaï. Donc, on a exactement la même situation. Le Maroc n'a pas de pétrodollars, au nom de l'islam, c'est toujours de l'argent qui vient de l'extérieur, et ça suscite des convoitises, des gens qui renoncent à servir l'institution à laquelle ils appartiennent, l'État qu'ils prétendent servir, pour servir des intérêts régionalistes, catégoriels, familiaux ou individuels. Et c'est exactement, ils sont sur les traces de l'avocaillon et du caporal. Et donc c'est à l'État marocain de mettre le haut là. À mon avis, c'est pas une violation de la laïcité que d'introduire un certain nombre de critères entre les États du Maghreb et l'État laïque français pour dire on n'admet pas n'importe qui dans les mosquées. Quand on a des citoyens de confession musulmane, le moindre des respects de la part des autorités françaises, c'est de leur éviter d'être mal représentés
par des gens qui ne voient que les usages financiers, politiques de la religion. Si vous permettez, vous avez parlé dans d'autres émissions comme quoi M. El Moussaoui, qui est le président actuel de CFCM, il est à la hauteur de sa mission actuellement. Il est toujours devant la scène et vous avez dit comme quoi il a dépassé parfois recteur de la grande mosquée sur un certain nombre de décisions, notamment le confinement et d'autres. Hein. Et en même temps, vous me dites comme quoi simplement, Boussouf essaie de savonner ce travail accompli de M. El Moussaoui actuellement. Mais l'objectif, c'est quoi réellement? L'objectif, d'abord, Boussouf, il voulait être obéi par tout le monde dans les mosquées de France. Quelle autorité légale qu'il a Abdallah Boussouf sur les mosquées? Oui, il s'attribue, mais il interprète les fonctions les prérogatives liées aux fonctions qu'il a à la tête de cette structure qui... Le CCME? Oui. Mais le CCME, c'est une institution consultative dédiée à amener des rapports à Sa Majesté. En aucun cas n'a un pouvoir sur qui que ce soit en termes de religion ou surtout en termes de mosquée. Oui, mais ça, officiellement c'est ça, mais eux, ils interprètent, ils extrapolent à partir de leurs prérogatives pour s'attribuer un pouvoir, parce que ce sont des assoiffés de pouvoir. Ah. Ils veulent exercer le pouvoir et s'enrichir au nom de la religion, ce qui est encore plus grave. Mais quelqu'un comme Kubibesh n'a pas de mosquée à ma connaissance. C'est pour ça qu'il est moins exposé à la critique. Mais son passage à la tête du CFCM n'a pas marqué l'histoire, surtout notamment à cause de l'affaire de l'aumônière de Metz d'hôpitaux, qui a été licenciée avec l'aval du CFCM du temps de Kubibesh, uniquement parce qu'elle a dit qu'une patiente qui a décédé à l'hôpital, qu'on voulait incinérer, elle a dit qu'elle est convertie à l'islam. Et on l'a licenciée à cause de ça, avec l'aval de l'aumônier régional, et Kubibesh n'a même pas voulu s'occuper de cette affaire. Et qui relève de l'islamophobie, et le bavard là, de Nîmes qui s'agite au nom de l'islamophobie, au début il a promis de s'en occuper, comme il a vu que c'était islamiquement pas très correct, il s'est écrasé. Comme il s'est écrasé pour un policier islamophobe à Alès, où il y avait toutes les associations contre lui, Alès, là c'est dans le Gard, pas loin de Nîmes, et ce monsieur est venu négocier secrètement avec le maire islamophobe pour étouffer l'affaire. Donc on a des gens qui n'ont aucun principe. Ils cherchent à paraître devant les caméras de télévision, à avoir du bakshish, à rencontrer les personnes intéressantes. Et dans le cas du caporal, le fait de tenir Boubacar par la main devant les caméras de télévision, c'est le summum de la légitimité. Uniquement parce qu'il est vu par les quelques officiers subalternes qui soudoyaient par les cadeaux de la GMP. Et nos frères marocains sont dans la même situation avec un contexte un peu différent. Sauf que le palais royal connaît très bien le dossier de l'islam depuis que Hassan II a refusé de recevoir Hamza Boubakr en 1982 quand il a voulu lui confier l'Institut musulman. On a déjà parlé de la suppression des 5 subventions ministérielles à la GMP fournies au nom de l'Institut dont on a su qu'il était fictif. Boubacar, le père, se retrouve le bec dans l'eau et il voulait confier la mosquée, il a été à Marrakech parce que c'était la saison où le roi était dans son palais de Marrakech. Et le collaborateur du roi qui a transmis la demande d'audience de Boubacar a eu cette demande d'explication par Hassan II. Il lui a dit, est-ce qu'il veut nous remettre l'Institut ou la présidence de la Société des Habous? Et Boubacar n'a pas répondu, il a pris le premier avion pour Paris. Il a dit, voilà quelqu'un qui a compris. Et il a été voir l'Arbi Belkhir par le biais de l'ambassadeur de l'époque Sahnoun. Et l'Arbi Belkhir a accepté toutes les conditions de Boubacar, y compris une retraite de conseiller du ministre des Affaires religieuses, 12 000 francs en 82, ce qui n'est pas rien, la nationalité algérienne,
la restitution des 3 hectares de palmiers dans le sud, de sa maison de la Redoute, dont le caporal s'occupait de l'entretien, etc. Après, quand le Cheikh Abbas est arrivé, 6 mois plus tard, Hamza Boubacar l'a appelé, il lui a dit: Cheikh Abbas, je vous ai remis l'institut dont tout le monde sait qu'il est fictif. Mais la présidence de la société des Habous, c'est moi. Et il a entretenu un chantage jusqu'à pratiquement la fin du mandat et de la vie du Cheikh Abbas. Et Dalil Boubacar a trouvé le moyen, au moment de la mascarade du 11 janvier, de rappeler, parce qu'il a considéré comme une humiliation l'obligation pour son père de se retirer, et il a dit: maintenant c'est moi qui nomme les recteurs. D'accord. Et du côté marocain n'est pas la meilleure, elle est aussi médiocre et aussi navrante, sauf que les gens qui prétendent parler au nom des Algériens sont dans le collimateur depuis la mascarade du 11 janvier. Alors du côté marocain, il n'y a pas un événement qui braque les projecteurs pour découvrir les défauts de la cuirasse. Mais il est évident qu'il y a la même compétition pour les pétrodollars des Émirats, via l'Oulid Chira qui promet de faire du saupoudrage, de les aider à acheter des fermettes, des maisons à Saïdia, etc. Tous ces types-là sont attirés par l'investissement dans l'immobilier. Mais il faut reconnaître que Moussaoui résiste assez bien à toutes ces manœuvres. Quand le fameux sondage là, invoqué par Boussouf prétend que les Marocains sont discriminés, c'est un piège tendu à Moussaoui, on voulait le pousser à être solidaire de cette enquête, et ça aurait créé un conflit avec les autorités françaises, qui l'auraient accusé de communautarisme et d'invention de discriminations qui ne sont pas plus graves que pour les autres. Il y a des discriminations contre les gilets jaunes, qui sont ni marocains ni algériens. Le fait de ne pas réagir aurait créé un conflit entre Moussaoui et les autorités marocaines. Ça, c'est une ruse de petit village à laquelle a eu recours Boussouf. Je ne sais pas si Driss El Yazami est d'accord. Driss El Yazami, d'habitude, un peu plus intelligent que ça. Mais il sous-traite les affaires de l'islam parce que sa légitimité religieuse est nulle, Driss El Yazami. Bon, il a laissé un très mauvais souvenir quand il était à Générique, à Sans Frontières, etc. Mais il est évident, on a eu ce texte-là de cet agité de Dijon, dont j'ai oublié le nom, qui a été à l'iftar de l'an dernier à la mosquée d'Evry, qui reconnaît qu'il y a eu tentative de mainmise des Émirats sur les mosquées marocaines. Donc l'an dernier, on a vu juste, quand notre émission a inspiré un article de Monde Afrique, traduit intégralement par le Quds Al Arabi et lu intégralement à l'écran sur Al Jazeera. Bon. Mais aujourd'hui, quand on dit où is who de l'islam en France, on va passer à tout ce monde-là. On va pas discriminer entre les recteurs ripoux et incultes. Y compris, on va revenir à la GML, la grande mosquée de Lyon, qui s'est mise au service de l'avocaillant pour des raisons de régionalistes. Khachla, le recteur Fantoche de Lyon, est originaire de Khachla, la ville de la belle famille de l'avocaillant. Donc ils se disent républicains, laïcs, etc., alors que c'est le régionalisme du 19e siècle qui continue à les relier. Moi, j'ai donné un dossier de 400 pages sur des articles de presse que j'avais pas lus à l'époque, de Lyon Mag, du Progrès de Lyon, sur les turpitudes de la mosquée de Lyon. Je les ai donnés à un chercheur de Lyon, et est en train de vérifier. Moi, je vais lui céder la parole quand il aura fini de ses vérifications. Un problème général, c'est le déficit très grave de légitimité religieuse de tous ceux qui parlent au nom de l'islam en France, notamment dans les grandes mosquées, qu'elles soient marocaines, de Khachla ou de l'Harrach d'Alger, c'est du pareil au même. Ce sont des gens qui vivent de l'islam, comme l'avocaillant est à la tête de l'émission qui s'appelle Vivre l'islam. En fait, c'est vivre de l'islam, comme l'a appelé Leski, et Leski fait l'objet d'attaques indignes
de la part parce qu'il a été au bureau central des cultes, il est attaqué par les mercenaires de la plume payés par la GMP, l'avocat et le caporal. Le préfet Leski. Didier Leski, oui. D'accord. Didier Leski est attaqué. Là, ils ont franchi un pas là. Oui, non, mais là, ils s'en foutent, ils deviennent fous. Ils se cachent derrière l'anonymat d'un site qu'ils ont créé exprès comme il y a 6 ou 7 ans, ou même moins, un site a été créé pour attaquer le caporal, mais c'était financé par un concurrent du caporal dans les tentatives de manipulation de Dalil Boubacar. Tout le monde le sait. Or, ce mercenaire a été rencontré au cimetière de Bobigny à l'enterrement du policier Mrabat, dont tout le monde se souvient, qui a été tué au moment de l'affaire de Charlie Hebdo. Bon. Et le caporal est parti avec Dalil, il le tenait par la main. Dès qu'il a vu ce plumitif, il a lâché Boubacar, qui a failli tomber, et il a couru derrière ce plumitif, il lui a dit, tu demandes n'importe quel salaire, je te recrute à la mosquée, si tu arrêtes de publier contre moi, et tu publies contre mon concurrent. Donc l'atmosphère à la mosquée depuis au moins la mort de Ben Amara, c'est une atmosphère empoisonnée où chaque apprenti décideur payait le petit personnel pour moucharder contre l'autre. Et le caporal a été encore plus loin, il était prêt à verser n'importe quel salaire à ce type qu'il a attaqué. Il n'est pas en mesure de se défendre. Il a actionné Dahman, qui était en bon terme avec lui, avant qu'il le menace de mort dans le bureau de Dalil. Il lui a demandé, parce que Dahman n'était pas attaqué durement. Oui, alors on rappelle cet épisode-là pour dire que l'argent des fidèles est utilisé pour soudoyer des journalistes et des plumitifs. Le caporal n'était pas foutu tellement il est lâche de porter plainte contre le site qu'il avait étrillé à la demande d'un de ses concurrents pour la manipulation de Boubacar. Et toute la procédure est tombée à l'eau quand il a donné un chèque de la société des Habous pour la caution demandée par le tribunal. Alors que c'est Dahman qui a porté plainte et il rapporte un chèque de la société des Habous, tout est tombé à l'eau. Et ces derniers temps, ces 10 dernières années, c'est du mouchardage où du petit personnel est payé pour moucharder contre les autres. Il y a un journaliste arabisant là qui là depuis 70 ans, le caporal lui donne 400 € pour le renseigner quand il entend dire que son concurrent lui donne 200 €. Mais il suffit de lui payer un café là dans le quartier de la mosquée pour qu'il renseigne contre les deux. Qu'est-ce que c'est que cette religion qui est ramenée à une course dans le mouchardage? C'est aux autorités algériennes d'assurer un minimum de dignité à cette religion pour que cette bande aille sévir ailleurs que dans une mosquée. Et ils seront bien à leur place dans des cafés, restaurants, dans des boîtes de nuit comme videurs, c'est le cas du caporal. Et l'avocaillant, il pourrait reprendre ses activités dans la recherche de paradis fiscaux pour les milliardaires du FCE qui ne sont pas encore poursuivis à Sidi Mohamed ou au tribunal d'Abba Ramdan. Mais il n'a pas sa place dans une mosquée. Monsieur Sadr Sallam, vous avez dit à ma surprise, même à titre privé, donc il y a d'autres personnes, il n'y a pas que vous, j'aimerais bien que vous le sachiez, il y a des retombées assez importantes par rapport à cette émission, cette petite émission comme on dit, donc a été écoutée à très haut lieu en Algérie, voire au sommet, et je crois c'est demain la fête nationale algérienne de l'indépendance, le 5 juillet. Oui. Donc, peut-on espérer qu'il y a un vent nouveau qui peut souffler sur cette situation qui n'est pas assez claire, soit pour les musulmans algériens, soit pour les musulmans marocains, soit pour les musulmans tunisiens, soit pour l'ensemble des musulmans ici en France, et notamment, je pèse mes mots, notamment marocains et algériens, parce qu'ils forment la majorité ici de l'islam en France. Au moins, ça permettra de créer un sang nouveau pour que l'islam puisse
être, après le Covid-19, vivre en paix et en harmonie avec les autres religions? Ben, le fait que nos émissions, aussi modestes soient-ils, soient écoutées en haut lieu, soit à Rabat, soit à Alger, c'est un bon signe. Ça, ça montre que nous avons cassé le monopole de cette bande qui désinformait des décideurs pressés qui trouvent le dossier très compliqué et ne veulent pas entrer dans le détail. Donc nous avons cassé ce monopole et je pense que dans les deux pays, il y a des gens qui veulent que la religion soit maintenue dans sa dignité et qu'elle ne soit pas, que l'atmosphère des mosquées ne soit pas polluée par ces menteurs trafiquants qui, par exemple, le caporal, par exemple, ces derniers temps, quelqu'un qui lui déplaît, il lui menace de lui coller une fiche S, alors que personne ne le prend plus au sérieux. Quelqu'un dont la nationalité, la demande de nationalité a été refusée 4 fois, il prétend pouvoir coller des fiches S aux gens uniquement par l'intimidation. À Alger, on le sait. Or, la situation en Algérie est très compliquée. On a hérité du Hirak qui demande un état de droit, le vrai Hirak, pas celui qui a été noyauté par les partisans de la Issaba. Et il faut rappeler qu'à la fois l'avocat qui était pour un nouveau mandat du président et le caporal qui a essayé d'organiser une contre-manifestation contre le premier Hirak à la place de la République, ils font partie de la Issaba. Ils l'ont montré dès le début. Et il y a les gens qui veulent aller jusqu'au bout de la demande du Hirak et qui savent que le nom de Gaïd Salah, quand il est décédé, n'a même pas été cité à la mosquée. C'était un jour de fête pour le caporal. Mais quand le petit Ismaïl est mort, il a imposé à l'imam Khatib de parler de lui dans la khutbah. Et le jour de l'arrestation de son maître, Jabbar Mhanna, c'était un jour de deuil pour lui. Donc il fait partie de l'Aïssa, il est solidaire de l'Aïssaba. Il a même été à l'origine de contact avec le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, pour qu'il contribue à noyauter le deuxième Hirak, qui a consisté à détourner le Hirak de sa finalité première après l'arrestation de l'Aïssaba. À Alger, on le sait. Et à Alger, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais visiblement, les partisans de l'assainissement, commencés par Gaïd Salah, sont en train de résister à ce noyautage de l'État et des institutions algériennes par les crypto-tawfiqistes qui veulent continuer les errements des années 90 et de l'Aïssaba. Et l'espoir, évidemment, vous savez la formule, la ya'sa ma'al iman, quand on a la foi, on garde toujours l'espoir. Et donc, moi, j'ai confiance dans l'intelligence des élites maghrébines, qu'elles soient algériennes, tunisiennes ou marocaines. C'est un combat très dur. Nous, de notre côté, on informe l'opinion musulmane et les gens qui veulent rester bien informés pour conduire à un assainissement qui va être très lent parce que cette bande-là a des ressources encore, elle a des réseaux dormants qui les soutiennent. On parle d'officiers subalternes chargés de combattre cette bande, mais qui ont été retournés. Je ne rentre pas dans le détail. C'est un état de rumeur persistante, mais très souvent, les rumeurs en Algérie s'avèrent exactes. Et donc, ces types-là n'ont pas remporté la manche. La preuve, c'est la mine de l'avocaillant dimanche dernier à la mission dite islamique, où il a le moral proche des chaussettes. Et nous, on continue on défend le droit, l'adl ou l'haq. On défend la laïcité, la vraie, pas celle qui criminalise la religion musulmane, et on défend la dignité de nos États qui évoluent vers un État de droit. Et dans le cas, le Hirak, c'est quoi? C'est une grande espérance, et le propre d'un véritable homme d'État, c'est de tirer d'une espérance une volonté politique. Et je ne doute pas de la capacité des nouvelles élites algériennes qui émergent d'avoir une vraie volonté politique pour instituer un véritable état de droit
qui devrait renvoyer dans les boîtes de nuit la bande qui squatte la mosquée de Paris. Monsieur Sadr Sallam, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant, historique par rapport à ce qui s'est passé hier. Et aussi, c'est très intéressant par rapport à cet éclairage suite à l'intervention du recteur de la Grande Mosquée de Paris dimanche dernier. Mais aussi, c'est très intéressant par rapport à cette révélation que je viens de l'entendre, comme quoi même le préfet Liski est attaqué par ce fameux site qui ne cesse de alimenter la haine et en même temps d'insulter et injurier les gens. Normalement, une enquête doit être ouverte par rapport à ça, d'un côté, mais je pèse mes mots. Cette demande qui a été faite par Abdallah Boussouf et par rapport à cet institut de statistique, comme quoi il y a une discrimination marocaine, et je le dis à haute voix en tant que marocain, je ne suis pas discriminé. La preuve, il y a un grand nombre de Marocains qui sont maintenant maires suite aux dernières élections municipales. Donc la discrimination, parler de la discrimination dans cet instant T n'arrange ni les Marocains qui sont ici, ni les Franco-Marocains, ni les musulmans, parce que quand je sors dans la rue, c'est pas marqué Marocain, ce n'est pas marqué Algérien, ce n'est pas marqué Tunisien. Et ça, c'est une erreur monumentale qui, moi je l'appelle encore une deuxième fois, un deuxième pavé de M. Abdallah Boussouf dans la mare sur la relation France-Maroc. Le contre-exemple, c'est le maire de Goussainville, une ville de 60 000 habitants, dans le maire qui vient d'être élu très haut la main est un franco-marocain à qui on a essayé de sortir une fichesse, un peu à la manière du... Là, le caporal de la mosquée est en train de faire école chez les autres candidats qui ont été battus, et ils ont essayé de lui sortir une fichesse uniquement parce qu'il est prié à la mosquée et qu'il avait une part. Donc le caporal de la mosquée n'a absolument rien inventé, et le maire de Goussainville est le démenti cinglant aux prétentions de M. Abdallah Boussouf, qui veut mêler les instituts de sondage à sa petite ambition de jouer aux aïmions qui donnerait des ordres à partir de Rabat aux gens qui sont beaucoup plus instruits que lui ici. Monsieur Sadr Sallam, je vous dis à très bientôt à étape 3 ou bien au volet 3 de Who is Who, donc l'islam en France. Bien entendu, on aura l'occasion de parler des autres fédérations composantes de l'islam ici en France, tantôt marocain comme algérien comme d'autres. C'est une mine très 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 riche, Monsieur Sadr Sallam, pour l'islam en France. J'ai reçu énormément de messages de félicitations, surtout par rapport à cet éclairage fort intéressant, argumenté et à haute voix. Merci infiniment, M. Sadr Sallam, et je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.